Bonjour à tous, on va étudier aujourd'hui les réparties de Nina, qui sont le 9e poème des Cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud. Alors ce poème est assez long, puisqu'il comporte un grand nombre de vers, plus d'une centaine de vers, et c'est un poème qui est constitué de 27 strophes, composées elles-mêmes d'octosyllabes, donc de vers de 8 syllabes, et de tétrasyllabes. Ici, Rimbaud, dans ce poème, donc les réparties de Nina, va détourner avec dérision les codes de la poésie amoureuse qui représente une promenade traditionnelle et romantique dans la campagne en compagnie de la femme aimée. Et finalement, l'amoureux se trouve ridiculisé à la fin du poème par l'ultime répartie de Nina. On va avoir dans ce texte un certain nombre de comparaisons inattendues, de travail sur le rythme brisé, d'enjambement, de rejet, et une langue assez verte, souvent avec beaucoup de sous-entendus, qui vont créer vraiment quelque chose de très original. Alors on va essayer de séparer un petit peu dans le poème pour l'étudier et le lire dans différentes parties. Vous pouvez faire une première partie du premier vers au vers 56, puisque c'est une sorte de proposition. Donc on y va pour ce premier passage. Les réparties de Nina. Ta poitrine sur ma poitrine, hein, nous irions, ayant de l'air plein la narine aux frais rayons. Du bon matin bleu qui vous baigne, du vin de jour, quand tout le bois frissonnant saigne, muet d'amour. De chaque branche, goutte verte, des bourgeons clairs, on sent dans les choses ouvertes frémir des chairs. Tu plongerais dans la luzerne ton blanc peignoir, rosant à l'air ce bleu qui cerne ton grand œil noir. Amoureuse de la campagne semant partout, comme une mousse de champagne ton rire fou. Riant à moi, brutale d'ivresse qui te prendrait, comme cela, la belle tresse, oh, qui boirait, ton goût de framboise et de fraise, aux chairs de fleurs, riant au vent vif qui te baise comme un voleur. Aux roses églantillés qui t'embêtent aimablement, riant surtout aux folles têtes à ton amant. Ta poitrine sur ma poitrine mêlant nos voix, lent nous gagnerions la ravine, puis les grands bois. Puis comme une petite morte, le cœur pâmé, tu me dirais que je te porte, l'œil mi-fermé. Je te porterais, palpitante, dans le sentier. L'oiseau filerait son andante au noisetier. Je te parlerais, dans ta bouche, j'irais pressant. Ton corps, comme une enfant qu'on couche, ivre de sang, qui coule bleu sous ta peau blanche au ton rosé, et te parlant la langue franche, tiens, que tu sais. Nos grands bois sentiraient la sève et le soleil, sableraient d'or fin leurs grands rêves, vert et vermeil. Alors, je vais commenter un petit peu le premier passage. Donc, on peut remarquer que ces poèmes, donc vous voyez bien sur le rythme, on a un vers long, un vers court pour la strophe, octosyllabe 8, tétrasyllabe 3, 8 et 4, ça fait 12. Il décompose en fait un alexandrin finalement en 2 vers. D'accord, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver déjà dans les contemplations de Hugo, cette décomposition de temps en temps de l'alexandrin. Alors, dans les vers 1 à 56, on peut repérer qu'on a un emploi du conditionnel. Le conditionnel, c'est ce que j'ai mis en bleu. Vous voyez, on a tu plongerais, tu prendrais, qui boirait, tu me dirais, je te porterais. On a encore je te parlerais, j'irais, sablerais. Et ce conditionnel, en quelque sorte, on l'envisage pour une action qui serait non réalisée, qui est soumise à une condition. La condition ici, c'est l'acceptation de Nina, c'est-à-dire qu'elle accepte cette proposition du poète d'une promenade à la campagne, et cela permet de mettre en avant, j'ai oublié de corriger là, cela permet de mettre en avant finalement le rêve du poète, d'accord ? C'est-à-dire que Nina n'a pas accepté d'aller se promener avec lui, donc il fait cette proposition au départ au conditionnel parce que finalement, voilà, il faut qu'elle accepte.
Les personnages dans ce texte, ils sont désignés de façon très vague. Il y a au tout début du poème, vous voyez qu'on a ici le lui sur le premier vers, et sur les derniers passages, on va avoir elle pour la répartie de Nina. Donc elle et lui. Le prénom de la jeune fille est donné par le titre, et la désignation très vague de ces amoureux permet finalement d'universaliser le propos, comme si cette ballade du poète et de Nina était une sorte d'archétype de ces relations amoureuses adolescentes. Ce que propose le jeune homme à la jeune fille, alors c'est ce que j'ai mis en jaune, il propose, nous irions au frais rayon du bon matin, donc de partir le matin à la campagne, puisque Nina est amoureuse de la campagne, et en même temps de gagner la ravine, puis les bois, d'accord, puis les bois, pour passer la journée à l'extérieur. Voilà, c'est une promenade dans la campagne en amoureux. Donc ensuite, on va avoir un deuxième temps de ce poème. Donc on voit dans cette première partie une sorte d'invitation amoureuse déjà très sensuelle en décrivant le corps de la jeune fille, les avances du jeune homme aussi. Le soir, nous reprendrons la route, blanche qui court, flânant comme un troupeau qui broute, tout alentour. Les bons vergers à l'herbe bleue, aux pommiers tors, comme on les sent toute une lieue, leur parfum fort. Nous regagnerons le village, au ciel mi-noir, et ça sentira le laitage dans l'air du soir. Ça sentira l'étable, pleine de fumier chaud, pleine d'un lent rythme d'haleine et de grand dos. Blanchissant sous quelques lumières et tout là-bas, une vache fiantera fière à chaque pas. Les lunettes de la grand-mère et son nez long, dans son missel, le pot de bière cerclé de plomb. Moussant entre les larges pipes qui crânement fument, les effroyables lippes qui tout fumant happent le jambon aux fourchettes, tant et plus. Le feu qui claire les couchettes et les bahuts, les fesses luisantes et grasses du gros enfant, qui fourre à genoux dans les tasses son museau blanc. Frôlé par un mufle qui gronde d'un ton gentil, et pour lèche la face ronde du cher petit. Que de choses verrons-nous, cher, dans cet taudis, quand la flamme illumine clair les carreaux gris. Puis, petite et toute nichée dans les lilas, noire et frais la vitre cachée qui rit là-bas. Tu viendras, je t'aime, ce sera beau. Tu viendras, n'est-ce pas, et même. Et mon bureau? Alors, cette deuxième partie. On peut remarquer que dans la deuxième partie, le poète ne s'exprime plus au conditionnel, il s'exprime au futur de l'indicatif, ce qui indique une forme de certitude du poète, c'est-à-dire comme s'il s'était en quelque sorte enflammé sur la première partie, où il supposait encore l'acceptation de Nina, et puis dans la deuxième partie, en quelque sorte, il s'enflamme. Il va décrire ce qu'ils feront assurément en fin de soirée. L'environnement des jeunes gens, on voit que c'est un environnement à la campagne, puisque on l'avait déjà sur la première partie. Si je la reprends, on avait la campagne sur cette première partie. Ici, on a nos grands bois, les bons vergers, le village, l'étable de fumier chaud. On a encore. L'autre partie, on n'a plus. Donc, les jeunes gens vivent proches de la campagne. Puisqu'on parle de bureau, on peut peut-être imaginer une petite ville, mais en tout cas une ville rurale, où on va trouver des villages, des étables, d'accord, ou un village à la campagne avec des bois, des vergers. Cependant, on peut noter quand même qu'il s'agit d'une campagne pauvre, puisque le poète évoque des taudis par la suite. Et cette description de la campagne, elle va se terminer donc après la fin de la journée, après la fin de cette balade. Les amoureux rentrent, il est temps de revenir à la réalité,
avec des choses tout à fait triviales, hein, une description de ce que font finalement les paysans chez eux, hein, les enfants qui mangent, le paysan qui boit sa bière, la grand-mère avec son missel, c'est-à-dire qui fait ses dévotions. Une forme aussi presque d'animalisation là-dedans. Mais tout cela, on le voit, les amoureux l'observent à travers des carreaux gris, par une fenêtre qui est éclairée, ce qui suppose qu'ils vont revenir à la fin d'une journée. Et le poème se termine par une sorte d'exclamation un peu malicieuse du poète, parce qu'avec Rimbaud, on peut quand même se dire qu'il a une forme de malice. Ou alors j'ai l'esprit mal tourné, mais c'est pas grave, je le vis bien. Tu viendras, je t'aime. Comment dire ? Si vous transcrivez ces expressions exactement en anglais, tu viendras, eh ben, il s'agit de jouissance physique, d'accord ? Donc avec l'exclamation, on peut penser que le poète a ça en tête. Donc une sorte d'apothéose des sens pour finir la journée. Et la réaction de la jeune fille à ces propositions du jeune homme, eh bien, c'est que dans le poème, elle est muette. On peut quand même supposer que de temps en temps, il y a quelques questions, notamment si vous reprenez, vous voyez là ce que j'agrandis, le soir, d'accord, cette petite question au vers 57, le soir, question, 3 petits points, comme si c'était le poète qui envisageait la question de Nina. Peut-être que on peut aussi voir c'est une autre répartie de Nina dans le 1 du vers 2. Ta poitrine sur ma poitrine, 1. Alors c'est inclus dans le propos du poète, mais peut-être est-ce déjà une répartie de Nina. Mais en tout cas, dans le passage, on n'a qu'une répartie pour elle. Donc elle est muette, ce qui laisse penser quand même qu'elle ne déborde pas d'enthousiasme. Et elle finit par demander, là de façon claire, avec sa réplique, ce qu'il adviendra de son travail. Donc c'est une réaction très pragmatique, finalement, au rêve du jeune homme. Alors en quoi le titre est ironique ? Eh bien, parce que on avait les réparties de Nina, et pas la répartie de Nina. Donc Nina ne formule en réalité de façon certaine qu'une seule répartie. Donc il y a une forme d'ironie dans ce titre pluriel alors qu'il n'y a qu'une répartie. Et le lecteur, à la fin du poème, se rend compte qu'il a été presque trompé par le titre, peut-être comme le poète lui-même a été trompé par Nina et s'est imaginé des choses qu'elle n'était peut-être pas prête à donner. Voilà.